Nous sommes les Amazones d'Avignon. Des femmes en lutte, debout, organisées. Face au silence, à l'impunité, à la violence patriarcale. Nous avons choisi la sororité, l'action, la parole. Pendant tout le procès Pellico, nous étions là. Présente, solidaire, offensive. Ce combat nous a renforcés. Les résistances auxquelles nous nous sommes heurtés nous ont prouvé que nous allions dans la bonne direction. Ce podcast est notre récit. Celui d'une mobilisation féministe. Collective, acharnée. Celui d'une alliance entre femmes pour soutenir l'une des nôtres. Car soutenir une femme, c'est soutenir chaque femme. Nous voulons raconter ce que d'autres veulent effacer. Nos colères, nos stratégies et nos victoires. Nous sommes des militantes. Nous sommes des combattantes. Nous sommes des sœurs. Nous sommes les Amazones d'Avignon. Et ceci est notre histoire. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va entendre Maëva qui va nous raconter sa version d'Amazone au procès Pellico. Et je serai aujourd'hui très bien entourée puisque la femme qui va intervenir avec moi, c'est Rim. Bonjour. Bonjour à toutes. Et nous avons également une petite brochette d'Amazone qui est là et qui essaye de garder son sérieux. Nous avons donc Sarah, Valentine et Lilou. Parce que les Amazones sont très souvent ensemble. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Et la première question, avant le procès Pellico, comment est-ce que tu définissais ton rapport au féminisme ? Je m'appelle Maëva, j'ai 26 ans. J'ai fait des études de travailleur social et maintenant je suis saisonnière dans le tourisme. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pu dire que j'étais féministe libérale parce que j'étais pro-prostitution, j'étais mon corps, mon choix. Et j'avais beaucoup de colère accumulée en moi et j'ai voulu aller coller avec des femmes. Et c'est là que j'ai fait la rencontre des Amazones d'Avignon. Beaucoup de colère envers les hommes, beaucoup de colère envers des choses qui m'étaient arrivées quand j'étais plus jeune. Et ça m'a amenée aux Amazones d'Avignon parce qu'à ce moment-là, c'était très connu, les collages sur les réseaux, on voyait beaucoup de choses comme ça. Et j'avais envie d'être entourée de femmes qui pensaient la même chose que moi, de femmes qui étaient en colère et de femmes qui avaient envie de se battre. Et donc, je suis arrivée, aux Amazones d'Avignon en même temps que Valentine. C'était en 2021, c'est ça. 2021, oui. Et du coup, on a fait nos premiers collages avec ensemble, Valentine ensemble. C'est vrai. Je me demande même si c'était pas 2020, parce que c'était avant le Covid, en fait. Oui, c'était avant ou pendant ? Avant. C'était avant le Covid, ouais. C'est sûr. C'est sûr, parce qu'au départ, on était nombreuses, et puis après, on a dû arrêter d'être autant nombreuses pour peindre. Oui. Et donc, tu peux nous en dire plus sur ce collage ? Si tu veux, hein. Oui. J'étais arrivée avec quelque chose comme 20 phrases. Je sais pas, j'étais super motivée et j'avais mis que des feuilles A4, plein de feuilles A4 avec que des messages simples et courts. Et j'avais fait tout ça avec des marqueurs. Ça m'a pris une éternité en plus. Et c'était super intéressant de rencontrer d'autres femmes. On était vraiment très très nombreuses et on s'est rejoints dans Avignon et on a commencé à coller. On a fait des groupes de 3 ou 4 personnes, je crois. Et c'était vraiment super excitant, quoi. C'était très vivifiant. Il y avait une énergie très intéressante que j'ai voulu continuer à ressentir, du coup. Mais ce jour-là, j'avais collé Sex Work is Work. Et Blandine, quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit ah, c'est ce que tu penses, on peut en discuter, tu sais. C'est ça. Pour une fois, j'ai pas été trop frontale. Non. Je pense qu'elle a vu que j'étais pleine de bonne volonté avec mes 20 phrases. Il y avait une prime. À partir de 20 phrases, je parlais aux gens. Oui. Et du coup, elle m'a envoyé des informations comme quoi 72% des femmes qui sont en prostitution souhaiteraient en sortir. Des choses comme ça, des chiffres qui sont vraiment restés en tête, quoi. Et j'ai fait mon petit train-train on va dire que pendant 1 an, j'ai pas dit que j'étais abolitionniste, mais t'es venue avec nous. Voilà, je suis restée, et puis j'ai continué à réfléchir, et au final, aujourd'hui, je dis que je suis abolitionniste sans problème. C'était plus qu'abolitionniste, puisque quand même, ton thème, pour ton mémoire de fin d'études, c'était... En quoi la conseillère en économie sociale et familiale peut aider à l'insertion sociale des femmes en situation de prostitution SDF. Voilà.
Donc on peut dire quand même qu'il y avait eu Ça a fait son chemin. du chemin. Ouais. C'est vrai qu'à l'époque, tu avais aussi, comme beaucoup, et je pense pas mal de personnes qui doivent nous écouter, tu voulais pas juger, parce qu'on a toute conscience que la prostitution, c'est une situation difficile. Et donc, toi, ta position, c'était une position plutôt de dire, je les juge pas, c'est assez dur pour elles, donc je veux pas dire que je les soutiens pas. Et ensuite, tu t'es rendu compte que cette position-là, elle-même était problématique. Oui. Elle favorise des hommes, en fait. Dans le processus de réflexion autour de mon mémoire, disons que j'étais déjà abolitionniste avant, mais j'ai pu entrer en contact avec d'autres travailleurs sociaux, d'autres manières de penser, et en tant que travailleur social, on n'est pas censé avoir une opinion là-dessus, même si les associations sont abolitionnistes ou libéralistes, et elles font quand même de l'accompagnement pour les prostituées. Mais on est censé quand même rester neutre, accueillir chacune dans l'association sans préjugés. On est censé suivre un chemin, un parcours qui est proposé par la préfecture, mais qui est pas... On n'est pas censé mettre de nous-mêmes à l'intérieur, sauf qu'en fait c'est une question politique qui touche à chacune des femmes. Ça touche à son intimité et à l'intimité de la femme qu'on accompagne. Donc c'est évident qu'on met un peu de nous à l'intérieur, quoi. Oui, c'est ça. Et puis en fait, dire on laisse les choses, on s'implique pas, ça veut dire on laisse les choses comme elles sont, et comme elles sont, ça nous convient pas, quoi. Tout simplement. Et c'est vrai que le chemin féministe, c'est aussi être capable de dire ce que je constate, je suis pas d'accord avec et je veux que ça change. Oui. Et c'est ça que tu es devenue ensuite. Oui, avec grande joie. Aujourd'hui, je dirais que ce qui m'a apporté, au début, c'était la colère et beaucoup de haine, beaucoup de remords. J'étais très très en colère tout le temps pour les injustices, en fait, pour celles que je vivais, celles que mes sœurs elles vivaient. Enfin, j'ai pas de sœurs de sang, mais mes sœurs de cœur, quoi. En fait. C'est ça, les femmes qui m'entourent et les femmes qui m'inspirent. Et c'est un sentiment que j'ai un peu perdu aujourd'hui. Je me sens moins en colère. J'ai moins envie d'aller coller. Je ressens moins cette haine envers les hommes. Juste, j'ai plus aucune attente, tout simplement. Et c'est plus, je les laisse de côté et je m'en préoccupe pas. Même si on peut pas faire comme si la violence n'existait plus. C'est pas ça que je dis. Mais je dirais que ce qui me porte le plus maintenant, c'est la sororité, l'envie d'être là pour mes amis, l'envie d'être là pour accomplir des choses pour les femmes et plus contre les hommes, en fait. Quand est-ce que tu as entendu parler de l'affaire Pellico la première fois et qu'est-ce que ça t'a fait? J'étais au lycée, à Carpentras, dans un lycée agricole, qui était super d'ailleurs, et on avait des thématiques intéressantes en cours. Et on était très penchés sur l'aspect social et on en a entendu parler à l'école, puisque Mazan c'est à 10 minutes de Carpentras, ouais, c'est juste en à fait. côté. Ouais. Et une amie qui habitait à Mazan en avait entendu parler vu que c'était ses voisins et elle nous en a parlé et tout de suite ça a été révoltant en fait. On était complètement bouleversés de cette information. On était à l'internat. Et on en a parlé pendant des semaines vraiment hyper choquants. Parce que du coup, Monsieur Pellico a été quand même trouvé au Leclerc de Carpentras. Donc c'est là où nous, on allait tout le temps faire nos courses, parce qu'on avait le droit de manger dans nos chambres. Et ça aurait pu être l'une d'entre nous, en fait. Et du coup, ça nous a tout de suite choqués. C'était tout de suite... on se sentait concernés, en fait. Et du coup, avec des copines, on en a parlé hyper souvent. Et du coup, quand je suis arrivée, je sais plus quel jour, on avait fait une réunion ou quoi. C'est le premier truc qui est sorti parce que pour moi, c'était resté dans mon cerveau pendant super longtemps, en fait. Comme si on m'avait pincé et que je pouvais pas faire autrement. Donc, beaucoup de colère, beaucoup de dégoût. Oui, de la colère, du dégoût. Mais au début, c'était pas grand-chose. Pas grand-chose, comparé à ce qui en est aujourd'hui. C'était juste un mec qui avait filmé sous une jupe. Oui, au départ, c'était ça. C'était ça. Puis ensuite, la police avait récupéré des informations numériques qu'ils avaient fouillées. Et ensuite, ils avaient vu qu'il prostituait sa femme, en fait, sans argent. Donc, mais comment on peut dire ça? Oui, quelque part... c'est de la prostitution. Ça peut se discuter, oui, c'est sûr. Et du coup, au début, on n'avait pas compris que ça allait prendre une telle ampleur au niveau médiatique. Déjà, pour nous, c'était une ampleur de proximité, en fait. On se sentait pas en sécurité, même à l'internat, même Carpentras, c'est un petit village. Mais ouais, on n'avait pas compris. C'était pas de la colère, on était choqués. On était complètement choqués, en fait. On n'avait pas d'émotion, c'était... Je sais pas comment expliquer autrement que c'était un choc et du dégoût.
Je pense qu'au début, c'était dur à comprendre, quoi. C'était dur à réaliser. C'est ça, hein. Je pense qu'on a toutes été, je pense que même toutes les femmes qui ont entendu ça la première fois, même si on a entendu les choses petit à petit, on a dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. L'ampleur du petit à petit qui arrivait, on disait, mais encore. Donc c'est ça, t'as été sidéré, en fait, hein, au départ, comme nous. Oui. En fait, on n'arrive pas à y croire. C'est ça. Je veux dire, c'est à côté de chez nous, il s'est passé un truc horrible, et nous, on peut rien faire. C'est un sentiment d'impuissance. Oui, il y avait cette, en plus, cette proximité, quoi, qui en rajoutait. Il y a Sarah qui veut dire quelque chose. Et justement, la proximité, ça me questionne parce que, est-ce que c'est quand vous l'avez appris, donc vous avez tout de suite compris qu'il y avait un homme qui avait regardé sous une jupe, donc il y avait cette proximité, mais est-ce que vous aviez conscience déjà, est-ce qu'il avait déjà été révélé que ça touchait autant d'hommes à proximité, justement? Non, pas du tout. Ouais. En fait, vous aviez pas encore cet élément-là qui est encore plus stupéfiant, quoi. Oui. Et quand on a eu l'information, moi j'avais déjà eu mon diplôme et je travaillais, mais à Avignon, c'est à 30 minutes de Carpentras. Il y avait moins cet aspect de proximité, mais quand même de se dire ah oui, quand même, c'est de très nombreux hommes, quoi. Tu as dit un truc qui m'a marqué. Même à l'internat, on se sentait pas en sécurité. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on vivait avec des jeunes de notre âge, quoi. Mais il y avait des surveillants. Il y avait cette proximité. Mes copines, mes amis, hommes et femmes, étaient de Mazan et des alentours. On était tous de petits villages autour, on se connaissait tous, et il y avait quelque chose aussi, une anxiété dans l'air d'adolescents qui venaient de Mazan. Et du coup, eux, ils sentaient plus encore la pression que nous, parce que dans le village, déjà, il y avait en plus plein de jeunes ou de femmes dont c'était le mari, le voisin, le compagnon, le père, etc. Enfin, je veux dire... Dans les établissements scolaires de Carpentras et de Mazan, c'était la catastrophe à gérer d'ailleurs. Hein. Il y avait beaucoup de victimes collatérales qui étaient les enfants essentiellement de ces violeurs. Parce qu'en fait, on en découvrait régulièrement. Donc tout le monde avait un peu l'appréhension de se dire mais ce sera qui le prochain, quoi. Puisqu'on sait qu'il y en a encore qui sont dans la nature d'ailleurs. On n'avait pas conscience de ce qui se passait au niveau de la police qui cherchait d'autres hommes. On n'avait pas conscience de tout ça. Et pourtant, il y avait quand même un climat anxiogène à l'école... Parce que je pense que, maintenant je le dirais, que les personnes qui venaient de Mazan savaient que la police cherchait quelque chose, qu'il y avait d'autres hommes. Mais nous, on n'avait pas conscience, ils en parlait pas. Il y avait peut-être un peu une honte ou quelque chose de pas dire, secret. En tout cas, il y avait sûrement une mauvaise ambiance à Mazan. Hein. ça, on peut le dire. Et du coup, toi, comment tu t'es préparée au procès? Comment tu l'attendais? Qu'est-ce que tu envisageais? Moi, j'attendais le procès, bien sûr. J'avais pas anticipé. J'avais pas compris l'ampleur que ça prendrait. J'avais pas compris qu'on serait pas préparé, en fait, finalement, à tout ça. Parce que j'avais hâte du procès dans le sens où il faut qu'il soit puni, faut pas laisser ça comme ça, il faut qu'il y ait une punition de la justice, quoi, en règle générale. Mais je m'étais pas préparée spécialement, j'attendais le jour comme si c'était un jour d'un procès en lambda, quoi. Pourtant, tu nous voyais nous préparer super énervés. Oui, mais c'était pas, comment dire, j'avais pas une envie pressante que ça arrive. Le temps, il passe, j'attends rien du temps. Je fais jour après jour et le jour il arrive et c'est ce jour-là qu'il faut être vraiment en colère. Il faut garder et se préserver de l'énergie qu'on peut avoir. Et heureusement, vous étiez préservés parce que ça nous a pris pas mal d'énergie. C'est vrai. D'ailleurs, on peut arriver justement là-dessus maintenant. Est-ce que tu peux nous parler par exemple, du premier jour, puisque tu étais là? Oui. On était arrivés préparés. Est-ce qu'on peut dire ça, hein. On avait préparé des pancartes, on avait préparé des slogans, on avait préparé plein de choses, on s'était mis en avance, on était là, prêts à accueillir les hommes, les violeurs. Et finalement, on les a pas vus. On les a vus dans le bus en repartant. Seulement ceux qui étaient incarcérés d'ailleurs. Oui. Les autres sont partis par une porte dérobée. Oui. Premier jour, porte dérobée, oui. Intéressant de voir que la justice les a protégés, en fait. Intéressant, prendra dans le sens que vous voudrez. Je pense que le premier jour, ils sont passés devant nous, pépouses, en fait, et on les a pas identifiés. Parce qu'en fait, c'est des monsieur tout le monde, quoi. Oui, c'est pas écrit sur leur tête. C'était pas écrit, voilà. Après, on les a reconnus quand même, mais au début... Mais je pense même pas qu'on les a vus. Je pense même pas. Mais il y en avait un qui était arrivé en retard, donc forcément... il était allé faire la rentrée scolaire de ses enfants. Donc lui, on a dû le voir, mais ouais, on était préparés, mais finalement, on les a pas croisés ce jour-là, quoi. C'est vrai.
Enfin, on les a croisés dans le bus. Là, par contre, on a bien couru pour pas rater le bus. On peut même dire qu'on a eu des petites altercations avec la police ce jour-là. Oui, on peut le dire. Voilà, donc on a eu droit à des doigts d'honneur quand même des accusés qui étaient dans le bus, qui est des coucous. On a eu le droit à des gestes qui ça montrent marquait bien la qui ils suite. sont, quoi. Voilà. Ça marquait bien la suite parce que c'était que le début. On était nombreuses et du coup il y avait une ambiance assez pesante entre nous. Pas pesante entre nous les femmes, mais pesante parce que on attendait quelque chose qu'on n'avait pas eu, on n'avait pas pu les voir, et on s'était regroupés autour de la piscine pour se changer les idées un petit peu et puis prendre du temps pour nous. Et quand on a su que le bus allait partir, on est toutes parties à fond, on a couru, on a pris 2 voitures et on a fini par les voir, donc ça c'était assez satisfaisant quand même pour un premier jour de pas avoir loupé au moins les accusés dans le bus, quoi. Et par la suite alors, les semaines qui ont suivi, comment toi tu as vécu cette période, quelles actions tu as faites? C'était, tout le monde en parlait en fait. Que ça soit à l'extérieur du procès, à l'intérieur, tout le monde avait une opinion, tout le monde avait quelque chose à dire sur la thématique. Moi, je travaillais dans un camping à ce moment-là, donc même les clients en parlaient. C'était toujours le même sujet qui revenait, au début en tout cas, et ensuite mes collègues de travail me demandaient où est-ce que je passais mes soirées, qu'est-ce que je faisais dehors, pourquoi je restais pas dormir sur le camping comme tout le monde. Ça a intéressé beaucoup de gens. Il y en a beaucoup qui se sont aussi moqués, à quoi ça sert, quel est l'intérêt. Franchement, vous les féministes, vous en faites trop, ça sert à rien. Plein d'autres choses, des insultes, etc. aussi, que j'ai eu au niveau du travail. Des hommes, hein, évidemment, on va pas se mentir non plus. Et une fois que moi, personnellement, je sortais et que j'allais faire des actions de collage, que j'allais au procès pendant mes jours de repos, ou que on se rejoignait entre femmes pour discuter des choses à faire, qu'est-ce qu'on pouvait faire en plus, et se relayer pour le procès, enfin plein d'informations, des interviews, etc. Bah, il y avait un sentiment d'utilité, en fait. Tout ce que les hommes ou les gens externes pouvaient dire, en fait, ils en savaient rien. Ils savaient pas ce qu'on faisait, ils savaient pas l'impact que ça avait sur nos vies et pour nous l'importance que ça avait d'y participer, en fait. Donc ça avait pas d'importance ce que les autres disaient. La seule chose qui était importante, c'est de savoir que nous, on se rendait utile. Et même si c'était pas utile, finalement ça s'est rendu vraiment utile. Mais au début, quand on a commencé, on s'est pas dit que ça allait avoir une ampleur comme ça, ce qu'on avait commencé à faire. C'est sûr. On n'est pas parti en se disant qu'on allait bouleverser le procès. Non, juste de se rejoindre entre femmes, de savoir l'ambition de soutenir la victime. Oui, mais moi de base, c'était même pas, je me suis même pas dit Gisèle va voir ce que je vais faire. C'était d'abord un truc personnel. Si on l'a fait, c'est que ça avait un impact pour nous-mêmes pour commencer, et ensuite on a vu que Gisèle voyait ce qu'on faisait, que ça avait un impact sur elle, et du coup c'est rentré dans, enfin en tout cas pour moi, c'est rentré dans l'utilité que ça avait ce que je faisais, quoi. Il y avait aussi une utilité d'informer les gens extérieurs qui participaient pas à l'intérieur du procès, qui étaient pas là, qui visualisaient pas ce qui se passait vraiment, quoi. Qu'est-ce que ça te donnait comme sentiment en dehors du fait de faire quelque chose d'utile? Moi, je reviens toujours sur la question de la sororité, hein. Pour moi, c'est important de partager des choses avec vous, toutes les Amazones d'Avignon, et même des femmes qui participent, parce qu'il y a quelque chose de fort, en fait. Quelque chose qui nous lie, des idées, mais aussi le fait qu'on soit des femmes, le fait qu'il y a du respect entre nous, qu'il y a de la vraie sororité, il y a un vrai lien entre nous, et c'est ça, qui m'intéresse dans cette relation, en fait. Pas d'attente, il n'y a pas de préjugés, personne se pousse à quoi que ce soit. Toutes les femmes font ce qu'elles pensent vouloir faire. Il n'y a pas de pression, c'est hyper soror, quoi. On peut pas dire ça autrement. Et c'est ça qui m'a intéressée de base dans cette relation. On n'attend rien de moi et je fais ce que je peux et ce que je veux sur les actions. Et c'est ça qui me pousse justement à faire plus d'actions. Parce qu'on n'attend rien de moi et du coup je me sens pas forcée de les faire. C'est juste parce que j'ai envie de le faire. Ouais, c'est juste de l'envie. Et un besoin d'être bien entourée. Et d'entourer aussi. Enfin, moi, je témoigne de mon côté parce que être entourée, c'est une chose. Et aussi, tu sais, apporter le soutien aux femmes quand elles en ont besoin. Le soutien, il est dans tous les sens. Moi, je me souviens qu'il y a des fois, j'ai fait des interviews où j'étais quand même... C'est difficile. Voilà, litote. C'était difficile. Ouais. Et tu étais là, t'écoutais, tu filmais aussi. Et en fait, moi, ça m'aidait, le fait que tu sois là. Donc, des fois, il y a le fait d'être en frontal, mais aussi...
pas que. Les Amazones, elles se soutiennent aussi horizontalement, quoi. Quand il y en a une qui flanche un peu, bah, les autres soutiennent. Et toi, tu fais partie de celles qui soutiennent sans faille. Oui, puis on a fait souvent des interviews à plusieurs. On a fait des interviews à 2, même à 3 avec Maëva, mais avec Lilou aussi, hein, Lilou. Donc voilà, c'est plus facile aussi de répondre aux personnes qui nous interviewaient en se passant le micro, parce que pendant qu'il y en a une qui répond, l'autre, elle réfléchit derrière. Bon, elle se repose un peu aussi, enfin bon voilà, elle revient un peu, et elle dit ce qu'elle pense aussi, c'est des choses qu'on oublie ou c'est des choses qui manquent. Donc ça, pour eux, c'est pas facile à gérer. Alors il y en a qui savent pas du tout gérer ça. Hein. Il y en a qu'il faut mettre alors s'il y a des caméras ou sur l'une ou sur l'autre, le micro pour se passer, c'est compliqué pour eux. Mais bon, on essayait de faire ça le plus possible parce que c'était beaucoup plus confortable pour nous et beaucoup moins intimidant et difficile, quoi. C'est vrai qu'on a un peu tordu les règles du jeu tout le temps, hein, parce que c'est vrai que chaque fois qu'on était invité à une interview, on y allait à 2. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude, hein, c'est pas confortable pour les médias, mais bon, on en a quand même fait beaucoup comme ça, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as fait un peu d'alpinisme pendant cette période ? Des banderoles, tu veux dire ? Oui. Oui, on en a fait plusieurs fois. On a grimpé sur les remparts, plusieurs. On a tenu des échelles, on a vérifié que ce soit bien droit. On a pris des photos, oui, on a bien rigolé. Heureusement, c'était pas que des moments où on était stressé ou triste de ce qui se passait ou en colère. Heureusement qu'il y a eu quand même... C'est en ça que la sororité aussi, c'était intéressant. On n'était pas toutes seules et on a pu s'évader de certains moments aussi qui étaient pesants. Et oui, les banderoles, c'était hyper intéressant parce que du coup, il y avait des femmes de toute la France et même extérieures à la France qui nous ont rejoints pour des activités peu légales et nocturnes. Et c'était super intéressant aussi de voir que ce qui se passait en France, ça bouleversait aussi d'autres pays et ça bouleversait aussi des femmes qui sont de toute la France et que ça touche pas que les Avignonnais ou Avignonnaises, puisque même on a pu voir qu'il y a des groupes qui sont formés dans toute la France pour parler de cette thématique aussi. Et même Caroline qui a créé une association, et ça a réuni énormément de personnes. Donc beaucoup d'actions sur la période. Est-ce que maintenant, avec le recul, plusieurs mois après, tu peux dire ce qu'il en reste pour toi, du positif, du négatif, comment tu te sens quand tu y repenses ? Ce tribunal, il a fait ressortir des traumatismes et des moments hyper gênants, malaisants, d'être entouré de violeurs qui sont autour de toi, tu sais pas qui c'est, tu sais pas où ils sont, mais tu sais qu'ils sont là, et d'être entouré de 15, 20 violeurs autour de toi dans cet espace qui est le tribunal, qui fait pas trop en sorte que le procès soit dans une safe place. En fait, moi, ça m'a complètement, pendant des mois, et même aujourd'hui, j'ai plus confiance en aucun homme qui rentre dans ma vie. Quand j'étais dans la rue, j'imaginais que chaque homme pouvait me sauter dessus. J'imaginais que chaque homme pouvait être des agresseurs pour leurs enfants, pour leur famille, pour leurs conjointes. J'avais plus aucune limite de mon imagination d'agression, en fait. C'était constamment... je me sentais pas à ma place, en fait. On se sent complètement étroite dans l'endroit où on est. On se sent pas... suffisante pour être écoutée, on se sent pas... je pourrais faire une liste plus longue que moi de tout ce qu'il y a à dire là-dessus, en fait. C'est même aujourd'hui, je me sens pas en sécurité. Je préfère être seule chez moi, je préfère ne pas avoir de contact avec des hommes, alors que, bon, déjà avant, j'avais cette attitude, mais parce que j'avais une image, fictive, en fait, de ça. Mais là, de l'avoir vécu, ça a complètement changé ma manière de voir les choses, vraiment complètement. Je crois que j'accepterais pas un homme dans ma vie avant encore un long, très très long moment. Et d'être dans une pièce avec des hommes, avant c'était stressant. Aujourd'hui, c'est invivable, en fait. Bon, déjà, voilà pour ça, pour le négatif. Pas des moindres. Pour le positif, encore une fois, les femmes qui sont autour de moi aujourd'hui, et il y en a d'autres partout en France, et à l'étranger, encore une fois. On a pu rencontrer des Espagnols qui partageaient notre combat, qui partageaient notre vision. On a pu rencontrer des femmes qui vivaient la même chose et qui allaient participer à des procès bientôt, qu'on va pouvoir accompagner. C'est toute une liaison, en fait, de personnes qui se mettent en commun et qui sont là pour se soutenir. C'est qu'une question de soutien. Et j'espère que c'est un soutien infaillible de femmes qui se mettent en relation pour s'entraider. Et on s'aide nous-mêmes en aidant les autres. En fait, c'est une boucle. Et c'est beau. Est-ce qu'il y a un équilibre entre le positif et le négatif ? Comment ça s'organise en toi ? Je pense pas au négatif. Je ne m'entoure plus d'hommes. Ils ne font plus partie de ma vie. Donc, ils n'existent pas.
Il y a aussi un autre point négatif que j'ai complètement oublié de dire, c'est que j'ai complètement arrêté d'écouter les médias, j'ai complètement arrêté de suivre les informations, même pour les femmes victimes de violences, en fait. Je me préserve, j'ai plus du tout envie d'en entendre parler, par des médias en tout cas. Les seules personnes qui m'informent, c'est les femmes qui sont autour de moi. Et je sais que les informations qu'elles vont me dire sont importantes et qu'on va aller coller, faire des actions pour elles. Mais je les laisse choisir des actions. J'essaye de m'entourer que de positifs. Et le positif, c'est nous, en fait. C'est ce qu'on a réussi à construire. Des liens importants. On est une ressource pour d'autres femmes. Elles savent qu'elles peuvent venir nous voir et qu'on sera là pour elles. C'est peut-être comme ça qu'on pourrait définir la sororité, non? Moi, je voulais rebondir sur ce que t'as dit parce que, oui, déjà, c'est très belle. Et en plus, je trouve que c'est d'autant plus précieux et important, enfin, pour moi, en tout cas, que tu le formules comme ça, parce que on est aussi des opprimés dans la société dans laquelle on vit, et le fait qu'on arrive à construire dans l'action cette forme de sororité, pour moi ça représente aussi beaucoup, enfin c'est vraiment le contraire de tout ce qu'on nous apprend depuis qu'on est né, et c'est aussi pour ça que c'est politique et que c'est même révolutionnaire la sororité dans ce sens-là. Complètement. Valentine qui roule des yeux. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, ça, j'en sais rien. Ce que dit Lilou et ce que tu dis, c'est que la sororité, c'est l'avenir et c'est la révolution des femmes. En fait, j'espère que chaque femme puisse avoir une sœur de cœur ou une vraie sœur de sang qui puisse la soutenir dans n'importe quelle situation. C'est ça mon rêve, en fait. Que chaque femme puisse être la sœur d'une autre, que ça puisse être notre expérience à chacune qui puisse forger l'expérience des autres et les soutenir, en fait. Parce que ce que j'ai vécu m'a aidé à comprendre comment le système fonctionne et je vais pas remercier mes agresseurs, au contraire. Non, quand même pas, non. Non, justement, c'est ce que j'évite de faire, là. En fait, s'ils pouvaient se pendre, on serait d'accord. Je réfléchis à comment formuler cette information pour pas que ça soit pris pour une... Merci, mon agresseur. Je pense qu'on peut dire que tu as le discernement de comprendre un certain nombre de choses à cause de ton histoire. Oui, c'est ça. Et j'aurais voulu qu'une femme comprenne ce que je vivais au moment où je l'ai vécu et puisse me dire ça va aller, tu vas pas sombrer, ça va aller, tu vas survivre et on est toutes des survivantes à cette table, on a toutes vécu, chaque femme a vécu des horreurs. Et on se comprend par rapport à ce qu'on a vécu et on peut s'entraider et aider les personnes qui n'ont pas encore compris qu'elles peuvent survivre, en fait. Ne pas rentrer dans le jeu du patriarcat et des agresseurs qui est le jeu de nous diviser, en fait. Quand on a compris ça, je pense qu'on a déjà fait un bon chemin. Et après, il faut trouver le bon groupe aussi, enfin le groupe qui vous convient. Mais on est amené toutes à se réunir, toutes, c'est-à-dire toutes les femmes. C'est quand même le but de faire une révolution féministe. Enfin, pour moi. Parlons un peu maintenant des médias et premièrement, comment toi tu es intervenu sur le plan médiatique, puisqu'en fait on a été hyper sollicité, donc toi tu peux peut-être raconter ce que tu as été amené à faire, et aussi qu'est-ce que tu as pensé de la façon dont ils traitaient le procès et les différentes dimensions du procès. Alors je tiens à signifier que donc pour le compte des Amazones Instagram, la plupart des vidéos qui ont été prises pour les collages, c'est moi qui les ai pris. J'ai préféré ne pas coller parce que, encore une fois, c'est plus ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être présente et de faire passer le message, mais plus d'avoir les mains dans la colle. J'ai plus assez de colère pour me dire c'est à moi de le faire. Et au niveau médiatique, j'ai plus été un soutien, je pense, pour les femmes qui avaient envie d'être interviewées ou qui se sentaient à l'aise pour le faire, en tout cas, même si elles n'avaient pas spécialement envie d'être interviewées. Et j'ai été interviewée plusieurs fois, une fois par des Allemands, je me rappelle plus de la chaîne exacte, où j'étais très mal à l'aise. Je me sens pas légitime pour ce genre de choses. Bon, la légitimité, on peut en parler. En fait, c'est terrible, on n'est jamais assez légitime. On peut faire tous les trucs du monde, et franchement, Maëva, s'il y a quelqu'une qui est légitime ici, c'est bien toi. Mais ouais, ça c'est le problème des femmes. On n'est jamais assez parfaite. Donc, tu es légitime, Maëva. Je te le dis. Ouais, je sais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas en disant qu'on est légitime qu'on se sent pour autant légitime. Je pense que j'ai plus... Enfin, en tout cas, moi, comment je le ressens, c'est que je me sens plus
à ma place avec les femmes qu'avec les caméras. Et en tout cas, je me sens beaucoup mieux quand je suis entourée de femmes que de caméras. Même si j'ai participé à des interviews, j'ai essayé, j'ai parlé, j'ai des choses à dire comme tout le monde, mais j'ai l'impression qu'elles sont moins intéressantes que d'autres. Ouais. C'est quand même important de dire que même si ça fait depuis 2021 que je suis féministe et que je suis rentrée dans le packaging Amazon, quoi, les Amazones d'Avignon, pas le packaging Amazon des sites internet. En Amazonie. Donc t'es rentrée en Amazonie, donc. Les Amazones d'Amazon. Le packaging Amazon, ça faisait très colis envoyés, quoi. Ah ouais, non. Non, pas du tout. Non, depuis que je suis rentrée dans les Amazones d'Avignon, c'est pas parce qu'on est féministe qu'on se sent légitime de parler, et c'est pas parce qu'on est entouré de femmes qui nous disent qu'on a quelque chose à dire qu'on se sent pour autant intéressante. Bah ça, c'est le patriarcat, hein. On m'a toujours dit que j'étais pas assez, en gros. On me l'a pas dit comme ça, mais on m'a fait comprendre que j'étais pas assez. C'est comme ça que j'ai grandi, en me disant je suis pas assez, je suis une brindille, un petit caillou, et les gros rochers vont faire le gros travail pour moi, quoi. Et puis c'est comme si c'est pas parce qu'on est féministe que on sait répondre à toutes les violences qu'on pourrait subir, oui, et c'est pas parce qu'on est féministe que ça guérit les traumas qu'on a, et c'est pas parce qu'on est féministe que on peut élargir la liste à énormément de choses, en fait. Et moi je tiens à dire aussi que c'est d'autant plus précieux que tu parles aujourd'hui, parce que justement quand je t'ai demandé ta voix en fait pour faire ce témoignage, c'était un peu ta réaction, mais j'ai rien à dire. Bah non, justement, et donc c'est pour ça qu'on te remercie toutes d'être là, parce qu'en fait, si on est toutes, t'es quand même la première où il y a 6 femmes qui sont là, et c'est parce qu'en fait, t'es importante pour nous. Oui, oui. Oui, oui. Voilà, et donc ta voix compte beaucoup. Est-ce que tu penses qu'au niveau des médias, ils ont traité les sujets à l'endroit, ou est-ce qu'il y a des choses vraiment où pour toi c'était vraiment problématique, ou plutôt ils sont passés à côté de certaines dimensions ? À chaque fois qu'on a fait des interviews, on a essayé de placer le mot pornographie. Il est jamais ressorti, à ce que je sache. Quasiment jamais, oui. Quasiment jamais ressorti. Que la question de ce que Monsieur Pellico a fait subir à Madame Gisèle, en fait, c'était de la pornographie, des viols filmés, et même s'il n'y avait pas d'argent en jeu, en fait, ça satisfaisait quand même son plaisir à lui. Donc il y avait une sorte quand même de prostitution là-dedans. Oui. Et pourtant, ça n'a pas été ressorti, et ça a été complètement supprimé par le tribunal, en fait, parce que ça a été évoqué une fois, et puis ils ont dit non, c'est pas ça, et puis on est passé à autre chose. Alors que pour nous, c'est quand même important de signifier que la pornographie, elle a un lien avec ça. Et aujourd'hui, il y a un procès qui se joue sur la pornographie, qui aurait pu faire un lien direct avec Gisèle et apporter plus de visibilité et plus d'action autour de ça, et finalement ça a été complètement banalisé, mais non, c'est pas du tout ça. On va pas quand même toucher au plaisir des hommes, ça serait quand même bien dommage. Les pauvres. Donc il y a quand même cette thématique-là, puis il y a eu aussi, finalement je pense que ça a pas été non plus assez traité, que Gisèle a eu quand même énormément de courage de faire diffuser son procès, qu'il soit visible par toutes les personnes qui souhaitaient le voir. Pour moi, on n'a pas assez appuyé là-dessus quand même. Et peut-être que ça a pu faire naître l'envie pour d'autres de dire ok, c'est pas un secret, c'est pas moi la coupable, faut changer le sens des choses, quoi. La honte de quand ? Oui, c'est ça, la honte. Et on dit toujours elle a été violée, le nom de Gisèle. Et pour une fois, pour moi, quand on évoque le nom de Pellico, on parle de lui, et c'est ça qui est important aussi, de remettre la faute sur lui. Je pense que c'est un des premiers procès où on fait ça, on remet les choses à l'endroit, et où il y a autant de personnes qui peuvent l'entendre à l'international. Tu as dit que tu étais saisonnière dans le tourisme. Tu as dû partir avant la fin du procès pour le travail. Et est-ce que ça a continué à faire écho dans ton quotidien une fois que tu as été loin ? Est-ce que tu en entendais parler aussi ? Est-ce que du coup tu as pu porter certains arguments auprès de gens que tu côtoyais dans le cadre de ton emploi saisonnier ? Moi je suis partie une semaine avant. J'avais prévu d'être là pour la fin du procès. On avait prévu plein de petites choses. Et du coup j'ai pas pu y participer. Je l'ai vécu de loin, parce que la première semaine quand ça s'est passé, le premier truc que j'ai vu en allant sur les réseaux, c'était
l'avocat qui gueule mon client est libre. Oui. Et donc ça m'a mis en rogne complet. Ça m'a très énervée parce que c'était pas ce que j'espérais pour la fin. J'avais l'impression en tout cas qu'on avait touché plus de gens que ça allait faire guise une première fois pour mettre des peines plus hautes en fait. Et finalement plutôt déçue pour autant de violeurs qui sont encore aujourd'hui là quoi, qui sont pas emprisonnés en fait. Et pour tous les autres qui n'ont pas été trouvés par la justice, il y a eu rien de plus. J'ai l'impression que ça s'est arrêté d'un coup en fait, que c'était voilà, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. En tout cas, moi je suis sûre qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très très contents que ce soit fini et qu'on n'en parle plus, hein, parce que vraiment tous les jours ils nous disaient oh là là, il y a quand même plus important dans la vie, il n'y a pas mort d'homme, etc. Donc s'il vous plaît, remettez le foot à la télé. Pas mort d'homme. Mais du coup, oui, en saison, j'ai l'impression que quand je dis aux clients que je viens d'Avignon, il n'y a plus la liaison procès de Mazan avec tribunal d'Avignon. On n'en parle plus, c'est fini. En tout cas, moi, à l'extérieur d'Avignon, j'ai vraiment l'impression que ça y est, c'est vraiment terminé. Et même quand je reviens ici, j'ai pas l'impression que les gens en reparlent, que ce soit vraiment quelque chose qui a changé les choses. C'est un peu triste, franchement, un peu décourageant finalement. De tous les efforts qu'on a mis, de toute l'énergie qu'on a pu donner et du résultat, même pour Gisèle finalement, bon, je pense qu'elle a juste envie de passer à autre chose, mais c'est quand même une déception de voir que rien n'a forcément changé quoi. Même si la police a fait énormément d'efforts, même si tout le monde a mis beaucoup de temps, d'espérance dans ce procès et que finalement... Bon, je pense qu'il y a d'autres femmes qui vont peut-être se mettre... Oui, ça va être des petites touches peut-être. Ouais. Mais j'attendais quelque chose comme une bombe, quoi, en fait. Et finalement, la bombe, elle a explosé, mais elle a pas fait tant de dégâts. Il y aura d'autres bombes à venir, hein, je pense. Parce qu'on a ouvert la voie. Il y en a qui nous ont vus et j'espère qu'on a été inspirante pour d'autres et pour d'autres procès. Je voulais juste, pour clore l'entretien, te dire s'il n'y a pas autre chose que tu voudrais dire ou un message à celles qui nous écoutent. Pendant très longtemps, j'ai hésité à faire partie d'une association, j'ai hésité à faire part de ce que moi j'avais vécu, du jugement, du regard des autres et des femmes, parce qu'on est souvent en compétition, c'est difficile de trouver des femmes qui n'ont pas d'intérêt à nous mettre des bâtons dans les roues, enfin en tout cas qui trouvent un intérêt à faire du mal à d'autres femmes, et je pense que c'est important de dire que quand on est entouré des bonnes personnes, on se sent chez soi. Et du coup, si on hésite à rencontrer d'autres femmes et de parler de ce qu'on a vécu, je dis pas de le faire tout de suite quand on rencontre une femme. Quand on se sent en confiance, il faut faire en sorte que les secrets, les injonctions qu'on nous a fait part quand on était jeune, c'est pas la réalité et que c'est nous qui guidons notre vie comme on veut. Et c'est important, si vous ressentez le besoin en tout cas d'être entouré de femmes bienveillantes, vous êtes la bienvenue aux Amazones d'Avignon. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres Amazones et plein d'autres associations qui sont heureuses de vous accueillir parmi elles. Et faire le premier pas, ça paraît super compliqué, mais en fait, une fois qu'il est fait, tout roule. Vous avez écouté Les Voix des Amazones d'Avignon, Justice pour Gisèle, Justice pour toutes. Notre voix pour la mémoire des luttes, notre sororité comme arme, notre force contre le patriarcat. Nous n'avons rien cédé et nous ne céderons rien. À bientôt pour un prochain épisode.